bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons 4 histoires troublantes de camionneurs. Préparez-vous à être terrifiés par ces récits glaçants. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre va vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Histoire 1, la route du silence. Jean-Marc était un camionneur aguerri, habitué à parcourir les routes solitaires du pays. Cette nuit-là, il avait pris une route secondaire, plus tranquille, pour rentrer chez lui après une longue journée de travail. Les phares de son camion perçaient la brume épaisse qui enveloppait la forêt dense. Le silence était presque oppressant, brisé uniquement par le bourdonnement de la radio et le ronronnement du moteur. Tout à coup, un grésillement intense se fit entendre, et la radio s'éteignit brusquement. Jean-Marc jura entre ses dents, se préparant à vérifier le problème lorsqu'une panne de moteur survint. Le camion, qui roulait si sereinement jusqu'alors, s'immobilisa comme par enchantement. Jean-Marc grogna en descendant du véhicule, l'air humide et froid l'enveloppant immédiatement. Il s'avança vers le moteur, mais rien n'indiquait une panne évidente. Alors qu'il inspectait le moteur, une silhouette apparut à l'horizon, se découpant faiblement contre l'obscurité de la forêt. L'homme était vêtu d'un manteau sombre, presque déchiré, ses traits à peine discernables dans la pénombre. Ce qui était étrange, c'était la façon dont il se tenait immobile, sans bouger, fixant Jean-Marc avec des yeux qui semblaient émettre une lueur surnaturelle. Jean-Marc, bien que légèrement inquiet, décida d'avancer pour vérifier si l'homme avait besoin d'aide. Mais plus il approchait, plus il ressentait une sensation de malaise croissante. Les murmures, d'abord à peine perceptibles, se faisaient maintenant de plus en plus clairs. C'étaient des voix étouffées, chuchotantes, répétant des mots incompréhensibles dans un souffle glacé. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Jean-Marc d'une voix tremblante. L'homme, dont les yeux brillaient d'une lueur presque inhumaine, répondit d'une voix rauque, « Ne reste pas ici. » Ces paroles étaient entrecoupées de cris indistincts, comme si des dizaines de voix étaient emprisonnées dans sa bouche. Paniqué, Jean-Marc retourna rapidement à la cabine, essayant de démarrer le moteur. Mais rien ne bougeait. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en cris déchirants qui semblaient provenir de partout autour de lui. Le camion était comme figé, en proie à une force invisible. Jean-Marc scruta les environs avec frénésie. En regardant dans le rétroviseur, il aperçut l'homme maintenant juste derrière le camion. Ses yeux brillaient d'une intensité hypnotique, et ses traits se déformaient en une expression de terreur indescriptible. Chaque fois que Jean-Marc essayait de tourner, l'homme semblait toujours plus proche. La pression montait, et les cris se mêlaient à des bruits de grattement désespérés, comme si quelqu'un essayait de forcer la vitre de la cabine. Il tenta désespérément de redémarrer le moteur, mais les cris devinrent si assourdissants qu'ils semblaient envahir chaque recoin de sa tête. Les yeux de l'homme étaient maintenant tout contre la vitre, déformés par la peur et la douleur. Jean-Marc, incapable de supporter davantage, fit une dernière tentative pour redémarrer. Le camion, dans un ultime sursaut, se mit à bouger, mais la route sembla interminable, se déformant en une spirale sans fin. Finalement, Jean-Marc parvint à quitter la forêt et arriva à une station-service isolée. Tremblant, il descendit du camion et se précipita à l'intérieur. Les employés de la station, visiblement perplexes, ne savaient rien de l'homme mystérieux ni des événements étranges. Jean-Marc consulta des photos anciennes accrochées au mur et blêmit en reconnaissant la silhouette de l'homme de la forêt parmi les portraits de personnes disparues depuis longtemps. Les employés lui expliquèrent que ces personnes avaient été vues pour la dernière fois sur cette route, et des rumeurs circulaient sur une présence surnaturelle qui errait dans la forêt, capturant les âmes de ceux qui osaient s'aventurer trop loin. Jean-Marc, maintenant affolé, comprit avec horreur que l'homme qu'il avait rencontré n'était pas simplement un étranger, mais l'esprit d'un conducteur perdu, condamné à hanter la route, cherchant à avertir les autres de la présence maléfique qui le suivait. Cette nuit-là, Jean-Marc n'osa plus jamais conduire sur cette route. Il savait maintenant que la route du silence n'était pas simplement un chemin oublié, mais un lieu où des âmes perdues cherchaient à transmettre leur désespoir, capturant ceux qui, comme lui, s'aventuraient trop loin dans l'obscurité. Histoire 2, le passager inattendu. Louis, un camionneur expérimenté, empruntait une route déserte pour rentrer chez lui après une longue journée.
La nuit était claire, éclairée par une pleine lune scintillante, mais l'atmosphère était lourde et oppressante. Les arbres bordant la route semblaient se pencher vers lui comme pour l'observer. La radio grésillait doucement, créant un fond sonore qui contrastait avec le silence inquiétant de la nuit. Soudain, il aperçut une lumière pâle sur le bord de la route. En s'approchant, il vit une voiture ancienne, en panne. L'auto était en parfait état, mais la lumière intérieure vacillait comme si quelqu'un était assis à l'intérieur, bien que la voiture semblait vide. Louis s'arrêta par réflexe, curieux et préoccupé. Il descendit de la cabine et s'approcha prudemment de la voiture. Au moment où il s'apprêtait à ouvrir la portière, une femme apparut à l'intérieur. Vêtue d'une robe d'époque, son visage était pâle, ses yeux écarquillés d'une expression de terreur. Ses cheveux étaient en désordre, comme si elle avait été secouée par une tempête. « S'il vous plaît, aidez-moi » implora-t-elle d'une voix faible et tremblante. Louis, bien que perturbé par l'apparence de la femme, accepta de l'aider. Elle lui expliqua qu'elle devait se rendre à une fête au sommet d'une colline voisine, indiquant la direction d'une vieille maison isolée. Louis l'aida à monter dans la cabine, s'assurant que la porte se referma bien derrière elle. Il reprit la route, la femme silencieuse à ses côtés, regardant fixement par la fenêtre avec un regard éteint. L'atmosphère dans la cabine était glaciale, et une odeur de moisissure envahissait l'air. Louis, mal à l'aise, tenta de briser le silence en posant des questions, mais la femme ne répondait jamais. En roulant, il remarqua que la voiture semblait flotter légèrement au-dessus de la route, les roues presque invisibles sur le sol. La pleine lune illuminait leur chemin, mais chaque ombre projetée semblait prendre une forme menaçante. La route sinueuse montait de plus en plus, devenant étroite et parsemée de virages dangereux. Alors qu'ils approchaient de la colline, Louis observa des éclats de lumière scintiller à travers les arbres, comme s'ils étaient des lanternes flottantes. Une étrange musique de bal, douce et mélancolique, flottait dans l'air, mélangée au bruit des branches qui craquaient. En arrivant au sommet de la colline, il découvrit une vieille maison en ruine, envahie par des ronces et des lianes. La maison semblait abandonnée, ses fenêtres brisées et ses murs effondrés. La femme, maintenant encore plus pâle, se leva et se dirigea vers la porte d'entrée avec une lenteur surnaturelle. Louis, inquiet et nerveux, la suivit, essayant de comprendre ce qu'il se passait. Lorsqu'il entra dans la maison, il fut frappé par un froid glacial qui pénétrait jusqu'à ses os. Les murs étaient couverts de poussière, et des toiles d'araignées pendouillaient des coins. La musique du bal était maintenant presque assourdissante, bien que les haut-parleurs soient invisibles. Louis remarqua des photos anciennes accrochées au mur. Elles montraient des personnes en tenue de bal, toutes avec des expressions terrifiées et des regards perdus. En cherchant la femme dans les pièces vides, Louis découvrit une pièce cachée derrière une porte en bois vieille et pourrie. À l'intérieur, il trouva des restes d'un vieux bal, des décorations poussiéreuses et des chaises disposées en cercle. La femme était maintenant au centre de la pièce, tournant lentement sur elle-même, ses mouvements devenant de plus en plus désarticulés et convulsifs. Louis s'approcha, mais une présence glaciale le fit reculer. La femme leva les bras vers le plafond, et des figures spectrales commencèrent à apparaître, flottant autour d'elle. Les figures étaient celles des personnes sur les photos, maintenant des spectres vêtus de robes et de costumes anciens. Ils dansaient dans un bal éternel, leurs visages déformés par la douleur et la terreur. Louis comprit alors que la femme n'était pas simplement en quête d'aide, mais qu'elle et les autres étaient des âmes perdues, condamnées à revivre leur dernière danse, piégées dans cette maison par une force maléfique. La maison était le lieu d'un tragique accident de voiture qui avait eu lieu des décennies auparavant, et les esprits des victimes erraient, cherchant désespérément à accomplir leur dernière volonté. Alors que les esprits se rapprochaient de lui, Louis sentit une pression oppressante sur sa poitrine, comme si les âmes cherchaient à l'absorber dans leur tourment. Il s'enfuit précipitamment de la maison, courant jusqu'à son camion, les cris des âmes perdues résonnant dans ses oreilles. Le camion démarra enfin, et il roula en sens inverse, ne s'arrêtant que lorsqu'il atteignit la station-service la plus proche, où il trouva la paix en voyant les premières lueurs de l'aube. Louis apprit plus tard que la maison avait été le site d'un bal tragique où des personnes avaient péri dans un accident mystérieux.
Les âmes des victimes étaient condamnées à hanter les lieux, cherchant à compléter leur danse pour l'éternité. Depuis cette nuit, Louis n'a plus jamais regardé une voiture ou une maison abandonnée de la même manière, sachant que certains passagers inattendus sont des esprits en quête de libération. Histoire 3, les cris de l'écho. Robert était un jeune camionneur dont le travail le menait souvent sur des routes peu fréquentées, loin de la civilisation. Cette nuit-là, il avait décidé de prendre un itinéraire alternatif pour éviter un embouteillage. La route serpentait à travers les montagnes, bordée par des arbres immenses et des falaises escarpées. La pleine lune baignait le paysage d'une lumière étrange, créant des ombres inquiétantes dans la forêt dense. Au fur et à mesure que Robert progressait, une étrange sensation de malaise s'empara de lui. Il était seul sur cette route étroite, les bruits de la nature étaient presque absents, remplacés par une tension palpable. Puis, il entendit un cri perçant, un cri si strident qu'il fit vibrer les vitres du camion. Le cri était bref, mais il était assez terrifiant pour que Robert en ressente une profonde frayeur. Il arrêta le camion, le moteur ronflant encore doucement, et écouta attentivement. Les cris continuaient, résonnant comme des échos déformés à travers les montagnes. Ils semblaient provenir des parois rocheuses, déformées par la réverbération. Les cris étaient désespérés et tourmentés, comme ceux de personnes en grande détresse. Le cœur battant la chamade, Robert redémarra le camion et continua à rouler, espérant que les cris cesseraient. Mais ils ne faisaient que s'intensifier, se mêlant maintenant à des bruits étranges de grattement, comme si quelque chose essayait de sortir des parois de la montagne. Robert regardait autour de lui, mais tout était silencieux, sauf pour les cris incessants qui semblaient se rapprocher de plus en plus. Les cris se transformèrent en hurlements désespérés, et la musique étrange, presque enchanteresse, se mêla à eux. Robert, terrifié, décida de s'arrêter à une vieille cabane en ruine qu'il aperçut au bord de la route. La cabane, entourée de symboles occultes peints à la main, semblait dégager une aura maléfique. Les hurlements étaient maintenant presque insupportables, emplissant l'air de terreur. En entrant dans la cabane, Robert fut accueilli par un froid glacial qui l'enveloppa immédiatement. La lumière de sa torche révéla des murs couverts de symboles étranges et de phrases écrites dans une langue inconnue. Des photographies jaunies étaient accrochées, montrant des groupes de personnes dans des poses étranges, les yeux écarquillés d'horreur. À côté des photos, il trouva un vieux journal, dont les pages étaient remplies de récits de rituels occultes et d'invocations d'esprits. Le journal décrivait des rituels pour appeler des esprits tourmentés afin qu'ils délivrent des messages de l'au-delà. Selon les écrits, ces esprits étaient condamnés à errer dans les montagnes, cherchant à attirer de nouvelles victimes pour perpétuer leur souffrance. En continuant son exploration, Robert découvrit une pièce secrète derrière un mur dérobé. La pièce était remplie de restes de cérémonies occultes, des bougies noires éteintes, des chandeliers en argent, et des chaînes rouillées. Le sol était couvert de cendres, et au centre, il y avait un cercle dessiné à la craie, entouré de symboles incompréhensibles. Les cris atteignirent leur paroxysme alors que Robert se tenait au centre du cercle. Il ressentait une pression intense sur sa poitrine, comme si les esprits eux-mêmes tentaient de s'emparer de lui. Des silhouettes spectrales commencèrent à apparaître autour de lui, les figures des personnes sur les photos, leurs visages déformés par la terreur. Elles semblaient vouloir sortir du cercle, mais quelque chose les retenait en arrière. Robert sentit une présence glaciale se rapprocher de lui. Les esprits semblaient vouloir communiquer, mais leurs cris étaient trop déchirants pour être compris. La musique de bal, maintenant assourdissante, se mêlait aux hurlements. Il comprit que les esprits cherchaient à lui faire comprendre leur désespoir, leur tourment sans fin. Soudain, les cris cessèrent brusquement. Le silence qui s'ensuivit était oppressant. Robert, paniqué, se précipita hors de la cabane, les esprits hurlant encore dans ses oreilles. Il courut jusqu'à son camion, démarra en trombe et emprunta le chemin du retour avec une hâte désespérée. En arrivant à la civilisation, Robert trouva un article sur la cabane en ruine. Il apprit qu'il y a des années, un groupe de personnes avait disparu dans les montagnes, et des rumeurs parlaient de rites occultes pratiqués pour invoquer des esprits tourmentés. Les cris qu'il avait entendus étaient ceux des âmes perdues, piégées dans un cycle éternel de souffrance. Depuis cette nuit,
Robert évite les routes de montagne, conscient que certains échos ne sont pas simplement des bruits de la nature, mais les cris déchirants de ceux qui cherchent désespérément à attirer de nouvelles âmes dans leur tourment éternel. Les montagnes gardent leurs secrets, et parfois, les cris de l'écho sont les appels désespérés d'esprits condamnés à errer dans les ténèbres. Histoire 4. La voiture fantôme. Marc, un camionneur nocturne, venait de terminer sa livraison et prenait la route pour rentrer chez lui. La nuit était sereine, mais le ciel était couvert de nuages épais qui semblaient rendre la lumière de la pleine lune presque inexistante. Alors qu'il roulait sur une route secondaire isolée, il aperçut une vieille voiture en panne sur le bord de la route. La voiture, bien que poussiéreuse et visiblement abandonnée, était encore en bon état, comme si elle avait été laissée là récemment. Marc, curieux et préoccupé par le fait qu'une voiture en bon état puisse être abandonnée dans un endroit aussi reculé, s'arrêta pour vérifier. Il approcha de l'auto et remarqua une femme à l'intérieur, vêtue d'une robe élégante, à peine éclairée par la lumière vacillante d'un lampadaire proche. Ses cheveux étaient éparpillés autour d'elle, et son visage était pâle, marqué par une expression de tristesse et de détresse. « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?» demanda Marc en ouvrant la portière. La femme leva les yeux vers lui avec une lueur de désespoir dans le regard. « Oui, s'il vous plaît, emmenez-moi à la maison au sommet de la colline. »« Je dois y être pour le bal » murmura-t-elle d'une voix douce mais tremblante. Marc, bien que légèrement inquiet par l'apparence de la femme, accepta de l'aider. Il la fit monter dans la cabine de son camion, fermant la porte derrière elle. En reprenant la route, Marc remarqua que la voiture semblait flotter légèrement au-dessus du sol, ses pneus ne touchant presque pas la route. La femme était silencieuse, les yeux fixés sur le paysage qui défilait à travers la fenêtre. Une étrange sensation d'irréalité s'empara de Marc alors qu'il conduisait. La route menait à une colline escarpée, bordée de vieux arbres et de broussailles épaisses. La pleine lune perçait à peine à travers les nuages, projetant des ombres longues et déformées sur la route. Marc remarqua que les lumières à l'intérieur de la voiture vacillaient, créant des éclairs fantomatiques qui dansaient sur les parois de la cabine. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la colline, Marc découvrit une maison ancienne, abandonnée et envahie par les ronces. Les fenêtres étaient brisées et les portes battues par le vent. La femme, immobile, se leva de son siège et se dirigea lentement vers la maison. Marc, inquiet et perplexe, la suivit à l'intérieur. La maison était plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par les éclairs intermittents de la lumière extérieure. Marc alluma sa torche et découvrit des murs couverts de toiles d'araignée et de poussière. La pièce principale était remplie de meubles anciens recouverts de draps. Une étrange musique de bal, douce mais mélancolique, flottait dans l'air, sans source apparente. La femme était maintenant au centre de la pièce, entourée de chaises disposées en cercle. Marc observa les photos accrochées au mur, des portraits en noir et blanc de personnes en vêtements de bal, toutes avec des expressions de terreur et de désespoir. Les visages semblaient figés dans une expression d'horreur indicible. En explorant la maison, Marc découvrit une pièce cachée derrière une porte dérobée. La pièce était sombre, mais il trouva des restes de décoration de bal, des chandeliers en argent, des guirlandes poussiéreuses, et des bougies éteintes. Au centre de la pièce se trouvait un cercle dessiné à la craie, entouré de symboles étranges. Marc comprit alors que la maison avait été le lieu d'un bal tragique. La femme, au centre du cercle, se mit à tourner lentement sur elle-même, les yeux fixés vers le plafond. Des figures spectrales commencèrent à apparaître autour d'elle, flottant comme des ombres éthérées. Les esprits des personnes sur les photos étaient maintenant des silhouettes tourmentées, dansant dans une valse éternelle de douleur et de désespoir. Leurs visages étaient déformés par la terreur, les yeux fixés sur Marc avec une supplication muette. Les esprits semblaient vouloir sortir du cercle, leurs mouvements devenant de plus en plus frénétiques. La musique du bal était maintenant assourdissante, se mêlant aux cris et aux murmures des esprits. Marc ressentait une pression glaciale sur sa poitrine, comme si les âmes cherchaient à l'absorber dans leur tourment. Il sentit une présence maléfique, une force sombre et oppressante, se rapprocher de lui. Les esprits tournaient autour du cercle, leurs cris se mêlant à la musique, créant un tourbillon de terreur.
Marc, incapable de supporter plus longtemps cette scène cauchemardesque, s'enfuit de la maison, courant jusqu'à son camion, le cœur battant à tout rompre. En sortant en trombe de la colline, Marc vit les premiers rayons de l'aube percer à travers les nuages, chassant les ombres de la nuit. Lorsqu'il arriva à la civilisation, il trouva un article dans un journal local parlant d'un bal tragique qui avait eu lieu dans cette maison il y a des décennies. Les invités, victimes d'un accident mystérieux, étaient condamnés à hanter les lieux, cherchant désespérément à accomplir leur dernière danse. Depuis cette nuit, Marc n'a jamais osé conduire à travers des routes isolées. Il sait désormais que certaines rencontres, comme celle de la voiture fantôme, ne sont pas simplement des apparitions passagères, mais des esprits condamnés à errer pour l'éternité, à la recherche de leur dernière danse.